90.7. Je rappelle, vous nous suivez également sur YouTube et sur la TNT, nos différentes plateformes. Nous nous rendons d'abord à Saint-Louis, où le comité régional de gestion des épidémies, sous le contrôle du gouverneur, a confirmé une tendance baissière très importante de la fièvre de la vallée du Rift. Une déclaration qui soulage les populations qui ont repris espoir dans une société sans épidémie. Seulement attention, la fièvre de la vallée du Rift est encore présente et c'est une manière pour le gouverneur de dire aux populations restez scotchés et restez sur les différentes mesures qui sont annoncées et qui sont déroulées par les autorités sanitaires. Alassane Sall est ici au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Khalilouba. Tous les 10 jours, le comité régional se réunit pour faire le point. Alors, pour cette rencontre-ci, nous avons donc constaté la tendance baissière sur les infections, constatée depuis notre dernière réunion. Alors, la courbe donc suit une tendance très favorable, extrêmement satisfaisante. Alors cela est le fruit du travail de sensibilisation, du travail de communication, mais également de la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour contrer cette propagation de la maladie, pour faire adopter aux populations des réflexes de prévention, mais surtout pour insister davantage sur la sensibilisation à travers des opérations de saupoudrage, mais également la sensibilisation à travers des opérations de vaccination du bétail et de mise à disposition de répulsifs par l'État du Sénégal. Alors toutes ces opérations donc, et ces actions réunies nous ont permis aujourd'hui d'avoir une situation assez favorable, une baisse des cas de contamination, mais également une baisse du taux de létalité qui aujourd'hui se situe à 8%. Donc globalement, la région déplore 19 décès sur un peu moins de 300 cas positifs. Alors je voudrais donc m'en réjouir et en féliciter nos équipes. La lutte continue contre la fièvre de la vallée du Rift, même si il y a une tendance baissière. Nous parlons toujours santé avec les services de garde radiologie de l'hôpital Thierno Mansour Baro de Mbour, qui est à l'arrêt depuis le 7 octobre 2025. Une situation qui plonge les populations dans une situation sanitaire assez critique. Les manipulateurs en radiologie ont décidé de suspendre leurs activités de garde après plusieurs mois de revendications restées sans réponse. Ils réclament notamment le paiement de primes de garde en souffrance depuis octobre 2024. Bakary Djemé, le coordinateur du mouvement Mbour Justice, explique au micro de Khalifa Fall. C'est avec désolation que l'on nous a informé aujourd'hui de l'arrêt des gardes de radiologie au niveau de l'hôpital de Grand-Bourg. Et ce problème-là persiste depuis des années. Et toujours et à chaque fois, c'est le problème entre Polymètre et l'hôpital de Mbour. Aujourd'hui, nombreux sont les populations qui quittent les villages environnants de Mbour, qui vont faire des kilomètres, des patients souffrants, malades, qui vont venir à l'hôpital. Et malheureusement, ils ne vont pas bénéficier d'un service sanitaire adéquat. Donc le problème tout le temps, c'est il n'y a pas de radio. Vous ne pouvez pas faire de radio. Vous ne pouvez pas de faire des scanners au niveau de l'hôpital et la seule possibilité que le patient aura, c'est de faire recours à un établissement privé qui est 3 fois plus cher. Aujourd'hui, on ne peut pas quémander la santé. C'est un droit, on le réclame. Mbour est une grande ville. L'hôpital Thierno Mansour Baro couvre tout le département de Mbour, plus de 800 000 habitants. Cette zone est une zone accidentelle sur l'axe Dias, Sendia et Mbour. Tous ces victimes qui ont subi des accidents sont transférées à l'hôpital de Thierno Mansour Baro de Mbour. Et cet hôpital est dans une situation extrêmement chaotique. Nous interpellons les autorités concernées, les autorités de l'État, le ministre de la Santé. Nous interpellons le président Bassirou Diomaye Faye. Il faut qu'il réagisse et très rapidement. Voilà donc pour ce qui est de cette structure de santé. Je vous le disais en titre, cambriolage au collège d'enseignement moyen de Lindiane 2, c'est à Ziguinchor. Le bloc administratif de l'établissement a été visité par des malfaiteurs. Du matériel, des documents et même des fournitures scolaires ont été emportés. Le principal appelle les autorités et la population à réagir puisque
Ce n'est pas la première fois que le collège subit ce genre d'acte, puisque ne disposant pas d'agents de sécurité. Correspondance Moussando. Au collège d'enseignement moyen Lindiane 2 du quartier du même nom, le calme de la matinée contraste avec une découverte choquante. Le bloc administratif du collège a été cambriolé dans la nuit, un fait qui laisse le principal du collège dans la stupeur. Vraiment réveillé dans une situation catastrophique. Parce que moi, on m'a appelé, j'étais au lit. La femme de ménage était venue au travail. Malheureusement, elle a constaté que les locaux ont été visités par des malfrats la veille. Donc, elle a décidé de nous interpeller pour nous informer. Voilà, donc arrivé sur les lieux, je suis allé à la police, après j'ai appelé l'IF, j'ai appelé l'IA pour les informer de la situation. Le constat est lourd. Du matériel informatique, des documents administratifs et plusieurs fournitures de bureaux ont disparu. Et même des fournitures destinées aux élèves vulnérables ont été emportées. Nous avons perdu 2 vidéoprojecteurs acquis dans le cadre du programme Epson, mon ordinateur portable avec lequel je fais mes emplois du temps, l'écran d'un ordinateur qui était sur mon bureau ici, et d'autres fournitures scolaires qui étaient destinées aux enfants nécessiteux, et des fournitures de bureau qui était destiné à moi-même et une partie de l'administration. Dans le bureau du surveillant général, ils ont emporté le ventilo plafonnier qui était là-bas, des fournitures de bureau et d'autres matériaux qu'on peut trouver dans un bureau. Ce n'est pas une première. Le collège de Lindiane avait déjà été visité en 2023 après les troubles politico-judiciaires qui avaient secoué la région. Le principal parle d'acharnement. Nous, on se dit qu'il y a un acharnement sur nous. En 2023, avec les problèmes politiques, on a brûlé l'école, on a tout perdu. Après les événements de 2023, 1 mois, 2 mois après la reprise, on a été visité aussi parce qu'on avait tenté de réhabiliter certaines classes, mais on a été visité aussi où ils ont emporté tout ce que nous avions, sans compter les petites casses là que nous notons journalièrement. En plus de l'aide des autorités, le chef de l'établissement lance aussi un appel à la population. Le préfet, le gouverneur, les autorités académiques, c'est pour nous dire vraiment qu'il faut penser à la sécurisation des structures scolaires. Autre chose, les populations doivent vraiment s'approprier du concept école-milieu. Cette école-là leur appartient, ce sont leurs enfants qui fréquentent ces écoles. S'il y a quelque chose de bien, c'est pour eux. S'il y a quelque chose de mauvais, c'est pour eux. Ceux qui réussiront, ils réussiront pour le quartier. Au-delà des pertes matérielles, c'est la confiance de toute une communauté qui s'effrite. Dans ce quartier de la banlieue de Ziguinchor, le collège de Lindiane 2 est bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. C'est un repère pour des centaines d'enfants. Aujourd'hui, le personnel se sent abandonné et appelle à une véritable prise de conscience. Les populations de Medina Bay, de Tchofak, de Sam et de Faschertian, dans la commune de Kaolack, ont fait face à la presse hier, et c'est pour dénoncer la présence encore des eaux usées stagnantes sur la route qui relie ces quartiers. Désemparés face à une situation qui menace leur santé, ces populations interpellent les autorités pour que des solutions urgentes soient trouvées. Correspondance à Kaolack, Falusila. Les habitants des quartiers Medina Baye, Fasser Tidiane et Tchofak vivent un véritable cauchemar environnemental. En effet, depuis plusieurs mois, les eaux usées issues des égouts ont complètement envahi la route principale reliant ces quartiers. Une situation qu'ils dénoncent à travers un point de presse. Aujourd'hui, nous sommes là pour alerter sur une situation qui affecte la population de Tchofak, de Sam et de Medina Baye. Et vous savez très bien que la route principale de Tchofak qui mène à Medina Baye est actuellement presque impraticable. Donc causée par les eaux stagnantes en provenance des branchements de l'ONAS. Et vous savez très bien que la route principale maintenant est presque actuellement impraticable. Les eaux usées qui s'infiltrent désormais dans certaines habitations et lieux de commerce et une odeur nauséabonde transforment la zone en un lieu insalubre et dangereux. Vous savez très bien que les eaux stagnantes, par exemple, ne sont pas tout simplement un obstacle pour les usagers de la route, mais elles représentent également un danger pour la santé publique et aussi pour la sécurité. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux autorités compétentes de venir trouver des solutions immédiates et des solutions aussi définitives. Les populations de ces quartiers qui ne savent plus à quel sein se vouer menacent de bloquer la circulation. gis naa ay nit yoo xam ne dañoo joxe ultimatum ne lii buñ ko defarut gaaw pare nañ pour barrer ko te buñ ko barré nag vraiment rapport de force lay doon te xaaruñ askan bi tal nañ leneen parce que dund bi métti na jafe-jafe bëri. Rappelons que le point de presse des habitants de Medina Baye, Fasser Tidiane et Tchofak avait également enregistré la présence d'acteurs politiques du pouvoir comme de l'opposition, mais surtout des petits-fils de Baye Niasse. Sachez-le, l'Assemblée nationale du Sénégal ouvre ce jeudi les travaux de la Commission des finances et du contrôle budgétaire consacrés
l'examen du projet de loi de finances pour l'année 2026 sous la présidence de la Commission des finances. Les ministres défileront jusqu'au 21 novembre prochain pour défendre devant les députés les crédits alloués à leurs départements respectifs. Cette étape marque le lancement officiel du processus d'adoption du budget de l'État. SICODEF Afrique demande aux députés sénégalais justement de restaurer la loi sur la biosécurité. Cette loi interdisait l'importation, le stockage, mais aussi l'utilisation et la commercialisation des organismes génétiquement modifiés ou OGM au Sénégal. Cette loi a été abrogée lors des précédentes législatures, selon Amadou Kanité, le directeur exécutif de l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement. Et puis sachez, le chef de l'État a appelé le gouvernement à développer une stratégie de valorisation et de promotion de la consommation du riz local basée sur le patriotisme. Hier, en Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a souligné la nécessité d'une régulation optimale des prix du riz local, soutenue par une labellisation renforcée de la filière et le renforcement durable du programme national d'autosuffisance en riz dans la dynamique d'accélération de notre souveraineté alimentaire. C'était donc des propos tenus lors du Conseil des ministres. Durant ce Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé prendre quelques jours de congé. Et puis, je vous le disais en titre, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, annonce avoir ordonné ce mercredi à la Société anonyme de télédiffusion du Sénégal, TDS-SA, de reprendre instamment la diffusion des signaux de la 7TV et de la télévision Futur Média, ou TFM. 2 chaînes du secteur privé sur la télévision numérique terrestre qui avaient été suspendues il y a déjà un peu plus d'une semaine. Le CNRA a ordonné à TDSA de reprendre ces signaux. C'est ce qu'a déclaré l'Assemblée de la dite instance de régulation dans un communiqué. Le CNRA tient à informer qu'il n'a pris aucune mesure de suspension à l'encontre des médias concernés, la 7TV et la TFM, qui ont été suspendus juste après la diffusion d'un entretien avec Madiam Baldiagne, ancien greffier, patron du groupe, ou patron plutôt de presse, et qui est présentement en France, recherché par la justice sénégalaise et le CNRA, de rappeler et suivre avec attention les informations relatives à la suspension et de la diffusion des signaux de la 7TV et de la TFM sur la TNT, des signaux qui permettent à ces 2 chaînes de télévision de diffuser leurs programmes qui ont été suspendus le 30 octobre dernier. Donc, je le rappelle. Nous restons justement sur les médias avec le groupe Futur Média, ce mouvement d'humeur au GFM, une annonce d'un plan de restructuration avec des licenciements et une baisse des salaires de 10 à 15% qui a été mal perçue et reçue par les travailleurs. Ces derniers ont tenu un point de presse pour dénoncer cette décision jugée unilatérale et sans concertation. La section Saint-Pix du groupe Futur Média dénonce un manque total de dialogue et promet une riposte collective. Les employés menacent de passer à la vitesse supérieure. Mamadou Fall parle au nom de la section Saint-Pix du groupe Futur Média, propos recueillis par Ndongo Fall. Des notes leur indiquant que le salaire sera réduit, certains à 10% et d'autres à 15%. Une réduction des salaires quand même, sans consentement ni une concertation avec les partenaires sociaux du groupe Futur Média. Ce qu'on considère, c'est que la direction générale quand même a pris une décision unilatérale pour réduire nos salaires, ce qui constitue une violation manifeste du droit sénégalais. Vous devez savoir que la réduction du salaire donc obéit à des normes. Cela consiste à une modification substantielle du contrat. Et pour qu'il y ait une modification substantielle du contrat, forcément, il faudrait qu'il y ait l'accord des 2 parties, c'est-à-dire l'employeur et le travailleur, c'est-à-dire l'employé. Mais ici, nous avons constaté que la direction a fait tout ce bon lui semblait faire, c'est-à-dire ne pas appeler les gens, ni se concerter avec ni les délégués, ni les syndicalistes que nous sommes pour procéder à la réduction des salaires des travailleurs. Ce que nous fustigeons, nous, et ce que nous déplorons d'ailleurs, nous appelons tout le monde à la mobilisation, tous les travailleurs du groupe Futur Média, quand même de se dresser contre cette décision qui frise un peu peut-être un forcing de la part de la direction générale. Sport sur Africa 7.
Alamine Senghor pour nous présenter la page Sport. Bienvenue, très cher. Merci à vous, Birahim Touré. Bonjour à toutes et à tous. Nous démarrons avec une assez mauvaise nouvelle. Le champion du monde de MMA, Reug, a fait un accident de voiture hier. Dans la nuit, Birahim Touré, malheureusement, oui, mais je précise, avant justement donc de poursuivre, plus de peur que de mal, il se porte pas assez bien, mais quand même, il s'en est sorti. Le lutteur Reug, le champion du monde des poids lourds en MMA de One Reug, Omar Khan, comme on le dit, a été contraint de se retirer donc de son très attendu combat revanche contre le double champion de MMA Anatoly Sladiki Malikhin lors de l'événement One 173, ou en tout cas c'est donc hier dans la nuit que cet accident s'est produit. Âgé de 33 ans, la superstar sénégalaise a été victime donc de cet accident grave de voiture aux Émirats Arabes Unis et ne pourra pas donc entrer dans l'arène de l'Ariake Arena de Tokyo le dimanche 16 novembre. Nous lui souhaitons, Birahim Touré, bon rétablissement. Bon rétablissement donc. Reug. Alors, Alamine, nous parlons de football avec la Coupe du Monde U17 qui se poursuit. Le Sénégal joue son deuxième match ce jeudi. Exactement, ce sera donc à 15h45. Les Lionceaux joueront leur deuxième match dans les phases de groupe. Le Sénégal croisera le fer avec le Costa Rica. À égalité de points déjà, les deux équipes vont essayer de sortir leur épingle du jeu pour s'offrir bien entendu leur première victoire après un nul d'entrée pour chacune de ces deux équipes qui s'opposent aujourd'hui. Dans le même groupe, les Émirats Arabes Unis joueront bien entendu donc à partir de 15h15 face à la Croatie. Ce sera donc un match toujours donc âprement disputé dans cette Coupe du Monde U17. Je rappelle que dans la journée d'aujourd'hui, précédemment, ces matchs de bien entendu donc annoncés, la Bolivie jouera face à l'équipe de l'Italie. Ce sera à partir de 12h30. Le Portugal fera face au Maroc. Ce sera aussi à 12h30. À 13h, le Japon fera face à l'équipe de la Nouvelle-Calédonie. En Argentine, la Tunisie vont aussi donc s'opposer à partir de 13h à 14h45. Et bien, sachez que le coup d'envoi va donc être donné pour le match Belgique-équipe des Fidji. En attendant donc 15h15 pour le match Sénégal, ou en tout cas Émirats Arabes Unis, Croatie, et de 15h45 l'équipe du Sénégal qui fera face à l'équipe du Costa Rica. Et je rappelle que la journée va être close par le match du pays hôte. Il s'agit donc du Qatar qui fera face à l'Afrique du Sud. Alors, trêve internationale de ce mois de novembre. Pape Thiaw dévoile sa liste ce jeudi. Exactement, ce sera donc à partir de 11h au niveau du stade Léopold Sédar Senghor dans la salle de conférence. Eh bien, sachez que le sélectionneur national du Sénégal va donc dévoiler sa liste très attendue pour cette trêve internationale. Le Sénégal, je rappelle donc que déjà beaucoup de noms sont en train de circuler sur les plateformes digitales depuis hier. On annonce la sélection de Ibrahima Mbaye, le jeune Sénégalais évoluant au Paris Saint-Germain, et de Momodou Sarr qui est déjà donc au niveau donc de directeur en tout cas de Strasbourg et évolue en championnat français. Déjà son nom avait été annoncé il y a de cela donc quelques temps. Rappelez-vous, quand le Sénégal devrait jouer la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais pour cause de blessure, le jeune Sénégalais n'a finalement pas donc répondu présent à cette convocation. En tout cas, il n'a finalement pas été donc convoqué. Est-ce qu'il sera convoqué ou pas? On saura plus amplement donc informations à partir de 11h quand le sélectionneur Pape Thiaw dévoilera sa liste. Et Birahim, nous allons finir pour donner bien entendu donc les résultats hier de la 4e journée de la Ligue des Champions qui est déjà close. Je rappelle que hier le Barça a fait match nul face au club de Bruges, 3 buts partout, là où Leverkusen a défait Benfica 1-0. Match nul aussi entre Chelsea et Carab, 2 buts partout. Victoire de Manchester City face au Borussia Dortmund, 4-1. Le Pafos a justement surpris Villarreal du jeune Sénégalais Pape Alassane Gueye en le battant 1-0. Inter Milan a pris le dessus sur Kairat Almaty, 2-1. Marseille, l'Olympique s'est vu t'incliner au Vélodrome hier sous le score d'1-0 face à l'équipe d'Atlanta Bergame. Galatasaray du jeune Sénégalais Ismail Jacobs a défait Ajax Amsterdam 3-0 avec surtout un triplé de Victor Osimhen.
Et de l'autre côté, l'Athletic Bilbao aussi s'est renversé face à l'équipe de Newcastle. Pour l'instant, Birahim Touré, sachez que les 8 équipes qui sont qualifiées à l'issue justement de cette 4e journée, en tout cas de la Ligue des Champions, il s'agit du Bayern Munich qui est à la première place, bien entendu, de ce classement. Arsenal, Inter Milan, Manchester City, Paris Saint-Germain, Newcastle, le Real Madrid qui occupe la 7e place malgré sa défaite face à Liverpool. Et de l'autre côté, Liverpool qui remonte et reprend la 8e place. Birahim Touré. Voilà, merci donc à Lamine Senghor. Le Bayern, il faut dire évidemment. Il faut pas. Il faut juste dire évidemment. Ce sont les Allemands. Voilà. Merci à Lamine Senghor.